La Ahamai Academy. Ouais, aujourd'hui on va parler de la Ahamai Academy, ça m'intéresse. Je savais pas trop quand j'allais tourner cette vidéo d'explication sur la Ahamai Academy. Alors du coup, je me suis dit que ça allait être maintenant. Et maintenant on est le 2 janvier 2026. Ouais, c'est ça, le 2 janvier. Il est 14h52, donc voilà. À chaque fois 14h52, ça me fait penser à 1452, la date de naissance de Leonardo da Vinci. Mais sinon, à part ça, rien à voir. Ah, il est peut-être né aussi à 14h52, va savoir. Mais bon. Je sais même plus le jour exact de sa date de naissance. Est-ce qu'on le connaît au moins? Le jour de naissance. Oh, je pense qu'on doit le savoir quand même. Mais en tout cas, il est né en 1452 et il est mort en 1519. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Juste pour dire que moi, sans vouloir avoir la prétention, je me considère un peu comme Leonardo parce que je sais faire plein de choses, mais j'aurai jamais une telle reconnaissance. Donc peut-être, si, peut-être après ma mort à la rigueur, mais je pense que c'est pas tout de suite, en tout cas. Donc Ahamai Academy, c'est un projet un peu comme Jojo le Quad qui est un peu parti en... Enfin, je sais pas ce que ça a donné, Jojo le Quad, je trouve que j'avais pas vraiment d'histoire, j'avais un fondement, j'avais un thème, mais j'avais pas trop le déroulé de l'histoire, je sais pas trop exactement ce qui est censé se passer dans l'histoire de Jojo le Quad. Alors en gros, vite fait, Jojo le Quad, c'est quoi? C'est une histoire d'un quad. Oui, forcément, quand on s'appelle Albertus Mayamaha comme moi, on aime les véhicules tout-terrain, les quads, les motoneiges, les motos en général aussi. Comme je le disais dans la vidéo du Nouvel An d'ailleurs, euh, des passionnés de moto, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Après, des passionnés de quad, il y en a déjà moins, et des passionnés de motoneige, je pense qu'il y en a encore moins. Mais il y a forcément une petite communauté qui va se créer autour de ça, je sais pas. Euh, levez la main parmi mes 470 abonnés, levez la main ceux qui sont vraiment passionnés de petits véhicules comme ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas intégrer finalement l'histoire de Jojo le Quad dans l'histoire de la Ahamai Academy, puisque tant qu'à faire, autant que ça soit lié, puisque je trouve pas de déroulé vraiment pour Jojo le Quad, j'ai qu'à faire apparaître les deux personnages, Jojo et Stéphane, dans la Ahamai Academy, et peut-être même que c'est dans la Ahamai Academy que Jojo va rencontrer Snowy, justement, puisque Snowy c'est une motoneige que Jojo devrait rencontrer dans un volume supérieur, enfin dans un volume postérieur qui s'appellerait Jojo et Snowy. Ouais, c'est compliqué parce que j'imagine plein de choses et j'ai même la vision du film dans ma tête parce que la Ahamai Academy, c'est carrément un film que j'avais envie de tourner. Mais un film, c'est extrêmement ambitieux, quoi. C'est encore plus ambitieux qu'un album de musique. C'est vraiment extrêmement coûteux. Puis au-delà d'être coûteux, c'est surtout qu'il faut des moyens, pas seulement financiers, mais des moyens des personnes, des producteurs, enfin, après pas forcément, je pense, des producteurs, réalisateurs et tout ça, une bonne société de production, mais il faudrait surtout les bonnes personnes capables de tourner les séquences du film, de jouer les scènes, et ensuite effectivement de faire le montage, mais je pense que ça serait moi seul qui ferais le montage. Ça sera un petit film artisanal, je sais pas ce que ça donnerait, mais j'ai une vision des scènes du film déjà avant même que ça existe, donc oui, c'est très ambitieux, mais avant de faire le film, on pourrait déjà faire une sorte de comédie musicale comme j'avais entrepris pour Jojo le Quad. Ça devait être à l'origine une comédie musicale ou une pièce de théâtre, quoi. Une pièce de théâtre, mais avec de la musique, donc du coup une comédie musicale, quoi.
basé sur un album de chansons, quoi, en gros. Mais un album qui est plus qu'un album joué en live, vraiment une comédie musicale, c'est-à-dire avec des personnages, avec un sens et tout ça, et du coup... Mais du coup, effectivement, cette comédie musicale, on pourrait la filmer pour faire le clip de tout l'album, et on aurait déjà un film de la Ahamai Academy, sans avoir le film complexe. On aurait le film de la comédie musicale au moins. Enfin bon, ça c'est tout ce que je m'imagine, mais quand on sort de nulle part comme moi, où veux-tu tourner un film? Parce que quand on sort vraiment de nulle part comme moi, qu'on n'est vraiment pas du tout connu, déjà qui est-ce qui va regarder le film? C'est quand même extrêmement ambitieux tout ça, et déjà je m'étais concentré sur réenregistrer, parce que moi, effectivement, je suis chanteur et auteur-compositeur, mais je sais très mal jouer de la musique, d'un instrument de musique. J'arrive pas à reconnaître les notes et à enchaîner les notes, tu vois, donc du coup, je me suis dit que finalement, je compose tout à l'oreille comme ça, et j'essaye de faire reproduire ça par des musiciens qui, eux, savent jouer, en gros. Je suis sûr qu'il y en a plein des artistes dans ce cas-là qui sont hyper connus, hein. Peut-être même Michael Jackson, il reconnaissait peut-être les notes quand même, Michael Jackson, je sais pas, mais il savait pas lire les partitions, j'avais cru voir. Et du coup, il chantait, hein, il chantait la mélodie qu'il voulait entendre à ses musiciens, qui la reproduisaient comme lui la voulait en fait. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est ça. Et il paraît que les Beatles ne savaient pas non plus lire les partitions, Jimi Hendrix non plus. Et puis tous les plus grands musiciens, certainement, enfin une bonne partie, c'est quand même assez dingue, je trouve. Comme quoi, il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire des partitions pour être méga connu. Même Françoise Hardy, par exemple, au tout début, quand elle a présenté son premier album, qu'elle avait entièrement écrite, bon, à l'exception de 2 chansons, mais 10 des 12 chansons de son premier album, c'est elle qui les a entièrement écrites. Notamment tous les garçons et les filles de mon âge. Ça, je suis sûr que vous connaissez quand même. Et ben, c'est elle qui a écrit ça. Sauf que à l'époque, il fallait prouver que tu avais écrit ça. Donc, comment tu prouves que tu as écrit la mélodie alors que tu sais pas lire et écrire les partitions? Et donc, du coup, ils ont été obligés de créditer Roger Gustave Samine, qui est l'arrangeur de l'album, je crois, comme co-compositeur, alors qu'en vrai, c'est Françoise qui a entièrement écrit ces chansons. Bon, finalement, cette règle-là, enfin, ça s'est arrêté l'année suivante, ça a été changé l'année suivante en 1963, du coup, ce qui fait que sur le deuxième album et tous les albums qu'on suivi de Françoise, elle a pu composer officiellement ses propres chansons, quoi. Être reconnue comme la seule compositrice, en tout cas, de ses chansons. Mais après, elle n'a pas tout écrit parce que Le Temps de l'amour, par exemple, c'est une composition de Jacques Dutronc. Et alors, bon, on va pas entrer dans tous les détails, mais il paraît qu'à l'époque, ils se connaissaient pas encore et qu'ils se sont connus après, en fait, à partir de 63, peut-être grâce à cette chanson, je sais pas, mais apparemment, ils se connaissaient pas encore en 62 quand Jacques a présenté la chanson à Françoise, bah, ils se connaissaient pas encore. Et il paraît que Françoise le trouvait pas très beau à l'époque, ou un truc comme ça, mais je sais plus. Enfin, j'avais vu un reportage là-dessus. Mais c'est pas important, c'est pas le thème de la vidéo, merde. Sinon, on pourrait parler du long fait que la plupart des artistes ont été refusés maintes fois par des maisons de disques et tout ça. Moi, de toute façon, je vais pas me refuser moi-même puisque je veux créer un label indépendant. Je veux pas être dépendant des maisons de disques et je veux surtout avoir le contrôle et produire les albums que je veux, comme je veux, avec le son que je veux. Donc si je veux mettre telle ou telle chanson dedans, voilà, je veux pas que ça soit modifié. Je veux pas que ça soit quelqu'un d'autre à ma place qui décide que telle chanson va passer à la radio, par exemple, et tout ça. Puis de toute façon, je sais que ça se vendra pas beaucoup. Enfin, à moins qu'il peut toujours y avoir des surprises, mais
des chansons qui parlent de moi, de la moto, des motoneiges et tout ça, pas sûr que ça marche beaucoup, quoi. Il y a bien eu si des chansons de moto, il y en a plein, mais sinon, moi je suis celui qui fait le plus de chansons de moto en concentration, c'est énorme. Ça représente peut-être 2/3 de mes chansons, ouais, même beaucoup plus. Enfin, surtout sur les premiers albums. Sur les 4 premiers albums, c'est vraiment que ça, même le 5e qui va sortir d'ailleurs, puisque je suis déjà sur un 5e album. J'ai sorti 166 chansons. Enfin non, pas à l'heure actuelle, mais d'ici juin 2026, il y aura 166 chansons. Alors vous me demandez quand j'ai commencé et quel âge et à quel âge. Eh ben j'ai commencé à 18 ans tout pile à sortir des chansons. Sinon j'ai commencé à écrire des chansons à 15 ans environ. Les plus anciennes, c'est ça, elles doivent dater de 2019 par là. Donc je suis né en 2004. C'est le 1er octobre 2022 précisément que j'ai sorti mes premières chansons. Et encore avec un peu de retard parce qu'à l'origine c'était prévu pour juillet 2022. Mais j'avais pas le matériel qu'il fallait pour enregistrer mes chansons et du coup j'ai pu le faire qu'à partir de septembre pour que ça sorte le 1er octobre. Et du coup le premier album qui s'appelle Natural Paradise, il est sorti dans la précipitation, il a été enregistré en 3 semaines. Tout enregistré, produit, les clips et tout ça en l'espace de 3 semaines. L'album sort le 22 octobre 2022. Et c'est encore aujourd'hui mon plus grand succès puisque certaines des chansons dépassent les 100 vues, ce qui est énorme pour moi. Il y a peu de chansons qui dépassent les 100 vues. Sur mes 150 chansons, il y en a peu. Donc alors je vais te dire exactement le nombre de chansons que j'ai sorties à l'heure actuelle. On est le 2 janvier, donc j'ai sorti 145 chansons exactement. 145 chansons, alors par année, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir compter les années. En 2022, effectivement, il est sorti 21 chansons, mais alors attention, 21 chansons en l'espace de 3 mois seulement, hein. En l'espace de 3 mois. Alors forcément, quand il y a un album qui sort, il y a beaucoup de chansons qui sortent d'un coup. Mais il y a tous les singles qui étaient sortis avant l'album qui ne comptent pas puisqu'ils ressortent après l'album. Donc en gros, il y a 12 chansons dans l'album, mais il y a 8 titres inédits, quoi, au moment où l'album sort. Et ensuite, à partir donc de janvier 2023 jusqu'à décembre 2023, il est sorti 30 chansons en une année. Donc en une année, et puis bon, on va voir par la suite que 2024, ça a été un peu une exception, mais par la suite, il sort environ une trentaine de chansons par an. Voilà. Et c'est vrai que c'est beaucoup, c'est plus que la moyenne des artistes et tout ça. Alors c'est vrai que par exemple, si on se réfère encore aux Beatles, mais moi je suis pas les Beatles, je suis juste fan des Beatles peut-être, mais ils sortaient à peu près une trentaine de chansons par an aussi, avec 2 albums, plus 4 singles, je crois, en une année. Et ça faisait 32 chansons. Pour l'année 1965, par exemple, ils ont sorti 32 chansons parce qu'ils ont sorti 2 albums de 14 chansons chacune, plus 4 chansons en single qui n'apparaissent pas dans les albums. Du coup, ça fait 32 chansons en tout. Si on compte l'album blanc, par exemple, de 1968, à lui seul, il y a déjà 30 chansons. Ensuite, tu rajoutes Hey Jude et la version single de Revolution, ça fait 32. Plus Lady Madonna et The Inner Light, ça fait 34. Donc durant la seule année 68, ils ont sorti 34 chansons. Voilà, par exemple. Alors que par contre, pendant l'année 1962, leur première année, ils ont sorti que 2 chansons. Un seul 45 tours en octobre 62. Mais c'est le tout début, donc forcément, hein. C'est le tout début avec Love Me Do et P.S. I Love You. D'ailleurs, on en parle de cette prouesse incroyable qu'ils ont réussi à enregistrer leur premier album, donc Please Please Me, entre 2 concerts, le 11 février 1963.
C'est ça, en seulement 9 heures, ils ont enregistré une dizaine de chansons, plus les 4 qui étaient déjà sortis en single un peu avant, et ben ils ont enregistré une dizaine de chansons en l'espace de 9 heures, le 11 février 1963. Et l'album sort donc le 22 mars 1963, donc un peu plus d'un mois après. Bon, après, c'est pas les seuls, puisque j'avais vu que Bob Dylan, lui aussi, il a enregistré un album entier en un seul jour. Another Side of Bob Dylan, donc qui est sorti en 1964. C'est son, que je compte, 1, 2, 3, 4, c'est son quatrième album, et le deuxième qui sort durant l'année 64. Il a enregistré, je crois que c'était le 9 juin, un truc comme ça. En un seul jour, il a enregistré 14 chansons. Il en a pris que 11 parce que l'album était déjà assez long pour, pour l'imprimer sur un 33 tours. Il faut que ça fasse pas plus de 50 minutes à peu près. Donc du coup, l'album faisait déjà dans les 50 minutes. 52 même par là. Je crois que c'est ça, 52 minutes plus ou moins, enfin peu importe, mais c'était déjà un peu saturé, et du coup, il y a 3 chansons qui ne sont pas sorties, en tout cas à ce moment-là, mais l'album sort 2 mois après l'enregistrement, au mois d'août 1964. En 65, pareil, il enregistre Bringing It All Back Home en seulement 3 jours, en janvier 1965, et l'album sort au mois de mars de la même année. Donc, et du coup, forcément, comme il a le temps, il va enregistrer un autre album, donc un 6e album en tout, durant la même année 65, et celui-ci, ça sera Highway 61 Revisited, avec Like a Rolling Stone. Mais perso, je suis un peu moins fan de cet album, en fait. À part le morceau Like a Rolling Stone que j'adore, mais le reste de l'album, j'aime pas trop, en fait. J'aime moins, en fait. Par contre, Blonde on Blonde, qui sort en 66, c'est excellent. Et pour la petite histoire, Blonde on Blonde, je me souviens quand je l'avais écouté, la première chanson, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est Rainy Day Women, je crois, un truc comme ça. J'étais pas trop fan. La deuxième chanson, j'aimais pas trop non plus. Par contre, la troisième, je l'aime bien. La troisième chanson, c'est Visions of Johanna, je crois, qui est un morceau assez connu. Mais surtout I Want You, qui est peut-être le lead single de l'album. I Want You, c'est un de mes morceaux préférés de Bob Dylan, peut-être. Et donc, Blonde on Blonde, effectivement, c'est un album qui a une durée de 71 minutes, donc 1 heure et 11 minutes. Et forcément, bah, c'était extrêmement long pour l'époque, tellement long qu'ils ont été obligés de le mettre sur 2 disques, ce qui était extrêmement rare à l'époque, puisque ça n'avait été fait que 3 fois apparemment, dont la première fois par Léo Ferré, il paraît. Le tout premier double album, apparemment, ça sera un album de Léo Ferré, sorti en 1964. Je crois que c'est Verlaine et Rimbaud, le titre, parce qu'il reprend des poèmes de ces deux écrivains. Mais on raconte que le premier vrai double album de l'histoire de la pop, ça serait Freak Out de Frank Zappa and the Mothers of Invention. J'ai réussi à le dire du premier coup, ouais! Donc Frank Zappa et son groupe. C'est aussi le premier album de Frank Zappa d'ailleurs qui sort en 1966 également. Et donc le troisième double album de l'histoire, eh bien c'est Bob Dylan, c'est Blonde on Blonde. Bon, moi j'ai un peu du mal à y croire, mais en studio peut-être, dans les compilations, peut-être que ça s'est déjà fait les doubles albums, mais en studio, oui, ça doit être les 3 premiers doubles albums. Mais à noter que le format d'album, en fait, ça n'existe que depuis 1949, je crois, avec l'arrivée du disque micro-sillon, parce que avant ça, eh bien, il n'y avait pas la capacité d'enregistrer autant de chansons sur un même support. Il fallait faire à l'époque des 78 tours qui contenaient justement à peu près 5 minutes de musique chacun, sur chaque face. Donc, c'était compliqué. À partir de 1949 apparaissent les disques micro-sillons ou les disques vinyles qui permettent d'enregistrer beaucoup plus de musique. Alors le 45 tours qui lui permet d'enregistrer pareil une chanson sur chaque face d'à peu près pas plus de 5 minutes,
Donc ça, c'est devenu le format single, mais qu'on connaissait déjà avant, je pense. Mais ça s'est appelé single à partir de là, je pense. Et ensuite, le format 33 tours, qui lui est beaucoup plus important, qui permet de graver environ 25 minutes sur chaque face, et donc une dizaine, voire une quinzaine de chansons, selon la durée des chansons, sur tout le disque. Environ 45 minutes, quoi. Et du coup, c'est de là qu'est apparu les premiers albums, apparemment, en fait. C'est assez récent. Alors, peut-être qu'avant, on faisait des recueils de chansons, peut-être, mais quand on devait les graver sur disque, il fallait faire plusieurs disques. Je ne sais pas si ça se faisait avant. Mais les premiers albums en tant que tels, qui ont été considérés comme, pas forcément des albums concept, mais un album et pas une compilation, bah ça remonte au début des années 60, hein, je pense. Ouais, plus ou moins. Ouais, moi je dirais première moitié des années 60, quoi. Donc voilà, Blonde on Blonde est donc divisé en 4 faces. Et d'ailleurs, certaines chansons sont tellement longues que, par exemple, la dernière chanson, surtout, la dernière chanson, c'est Sad-Eyed Lady of the Lowlands, qui dure 11 minutes, à peu près la même durée d'ailleurs que Desolation Road de l'album précédent, Highway 61 Revisited. 11 minutes 20 à peu près. Et elle est toute seule en fait sur la dernière phase de l'album parce que elle était assez longue. Ce qui fait que les phases durent à peu près 20 minutes chacune, plus une dernière qui dure à peu près 10 minutes. Donc voilà. La première face, elle compte 4 titres, la deuxième 4 aussi, la troisième face, elle en compte 5, et la dernière, elle compte qu'une seule chanson du coup, ce qui fait en tout 14 chansons si je dis pas de bêtises. Donc autant qu'un album des Beatles, mais avec des chansons plus longues, puisque les Beatles, eux, ils sortaient des chansons qui duraient pas plus de 3 minutes 20, donc forcément... You Won't See Me, ouais, pendant longtemps, You Won't See Me, c'est resté la plus longue chanson des Beatles, avec seulement 3 minutes 20, ce qui est très court quand même, jusqu'à ce qu'ils sortent le dernier morceau de A Day in the Life, le dernier morceau de l'album Sgt. Pepper, donc qui s'appelle A Day in the Life, et qui dure 5 minutes 36. Là, forcément, c'est un peu plus long. Mais même si on compte dans toute la discographie des Beatles, il n'y a que 7 morceaux qui dépassent les 5 minutes, quoi. Ou 6. Non, il n'y en a que 6 même. Il n'y a que 6 morceaux qui dépassent les 5 minutes chez les Beatles. Alors que même chez... tu prends la même période des Rolling Stones, les chansons étaient même plus longues. Il y a même un morceau qui s'appelle Going Home qui dure 11 minutes. Alors que le plus long morceau des Beatles ne dure que 8 minutes 20 et c'est le fameux Revolution No. 9 qui est un morceau complètement expérimental qui n'est pas vraiment une chanson. Donc la plus longue vraie chanson des Beatles, ça serait I Want You, She's So Heavy, qui dure 7 minutes 48 par contre. Moi c'est pareil, je fais pas des chansons très longues puisque je me suis limité au fait que les chansons les plus courtes doivent faire à peu près 1 minute 30, c'est déjà assez court. Chez les Beatles par exemple, leur chanson la plus courte c'est Her Majesty qui dure 26 secondes. Voilà. Mais on peut aussi citer Maggie May sur l'album Let It Be qui dure 41 secondes. Ou encore Wild Honey Pie, c'est pareil, c'est une chanson qui, je pense, n'a rien à faire sur un album. Mais il paraît que c'est parce que Patty Boyd, la femme de George Harrison, l'aimait tellement qu'elle a insisté pour qu'elle soit sur l'album blanc. Alors que pour moi, c'est un morceau poubelle, quoi. Ça aurait pu aller sur l'anthologie, mais pas sur l'album blanc, quoi. C'est pour ça que je trouve que l'album blanc est un peu surcoté à l'inverse. Il y a certes While My Guitar Gently Weeps, qui est un morceau absolument incroyable, mais à part ça, je trouve qu'il est surcoté l'album blanc. Euh, Parce que je le trouve pas si ouf que ça en vrai. C'est un peu là pour le coup, c'est un peu une compilation de 30 morceaux et débrouillez-vous avec ça. Sgt. Pepper et Abbey Road, par contre, c'est véritablement des chefs-d'œuvre, quoi. Mais après, c'est mon point de vue subjectif, mais je trouve que les albums Rubber Soul, Hard Day's Night ou encore Help sont bien meilleurs que l'album blanc finalement. Ou Revolver, ah oui, Revolver aussi, qui est incroyable, avec ses solos de guitare à l'envers sur I'm Only Sleeping
et le double quatuor à cordes de Eleanor Rigby, le solo de corps de For No One, enfin bref, il y aurait des heures à dire sur Revolver, qui est un album tellement incroyable. Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby. Mais effectivement, les Beatles, ils ont sorti 215 chansons à peu près en l'espace de 8 ans, ce qui fait une moyenne de 27 chansons par an. Ça va, quoi. Sauf que les Beatles, ils sont 4 quand même. C'est un groupe de 4. Alors certes, John et Paul, ils écrivent la majorité des titres, mais George Harrison, il en a écrit quelques-uns, et Ringo, il en a écrit 3. Et il en a chanté 11. Donc voilà. Ringo, il a écrit 3 chansons et il en a chanté 11 dans la carrière des Beatles, ça compte aussi. Après, George Harrison, justement, il disait lui-même qu'il était coincé, il pouvait pas écrire plus de chansons. Il écrivait beaucoup de chansons, mais il pouvait pas les publier dans l'album parce qu'il y avait toutes les chansons de John et Paul déjà. Du coup, forcément, à la séparation des Beatles en 1970, il a sorti un triple album de 23 chansons. Voilà. Et d'ailleurs, citation très drôle, puisqu'il a avoué à l'époque s'être senti comme avoir eu la diarrhée après avoir été constipé pendant des années. Voilà, une citation véridique. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit sur Wikipédia. Donc, mais je pense que c'est vrai. Hein, si c'est là, c'est que c'est vrai, quoi. Donc voilà. Une autre citation d'ailleurs qui m'a un peu fait rire, c'est John Lennon qui disait que son album Imagine, sorti en 71, était enrobé de chocolat pour plaire au grand public. Voilà, je trouve ça drôle aussi. Donc voilà, mais si on prend effectivement, bah tu prends à peu près 190 chansons qui sont écrites par John et Paul, peut-être je dis ça au hasard, mais je pense que j'en suis pas très loin. 190 chansons qui sont créditées Lennon-McCartney, puisque peu importe que ce soit John ou Paul ou les deux, elles sont toujours créditées Lennon-McCartney. Par contre, celles de Harrison sont écrites et sont créditées Harrison, et celles de Ringo Starr, elles sont créditées par son vrai nom, qui est Richard Starkey, puisque c'est le seul des Beatles à ne pas utiliser son vrai nom, et du coup, dans les crédits, en fait, c'est écrit son vrai nom, par contre, qui est Richard Starkey. Je trouve ça aussi assez important comme fait. Et donc, du coup, Richard Starkey, il a écrit 2 morceaux à lui tout seul, donc Don't Pass Me By sur l'album blanc, justement, et Octopus Garden sur l'album Abbey Road. Et il a écrit aussi, enfin, il a coécrit les paroles de What's Going On, non, What Goes On sur l'album Rubber Soul en 1965, donc. Il a coécrit What Goes On quand même, qui a été en grande partie écrit par John Lennon, mais Ringo, il a modifié les paroles, je crois, donc du coup, il a été crédité comme co-auteur de la chanson. C'est la seule chanson qui est d'ailleurs créditée Lennon-McCartney-Starkey, et sinon, il y a 2 chansons, je crois, qui sont créditées aux 4 membres du groupe, Lennon-McCartney-Harrison-Starkey, Flying, qui est un morceau instrumental de l'album Magical Mystery Tour, et Maggie May, je crois, je sais plus. Non, Maggie May, c'est une chanson traditionnelle, donc elle est créditée à traditionnel, au domaine public, quoi. Et c'est Dig It sur l'album Let It Be qui dure 50 secondes, qui est un morceau d'interview un peu bizarre. Pareil, on se demande ce que ça fait là. Dig it, dig it, dig it, dig it. Donc voilà, je trouve ça assez drôle, pareil. Mais sinon, il y a aussi effectivement le cas de Free as a Bird, par exemple, qui était sorti sur l'album Anthology 1 en 1995. C'est une chanson qui a été écrite par John Lennon, mais bien après, en fait, en 1977 par là. Et à l'époque, les Beatles s'étaient reformés, en fait, en 95-96 pour sortir de nouveaux morceaux, quoi. C'était un moment un peu de nostalgie et tout ça.
Et du coup, ils ont été demander à Yoko Ono si elle n'avait pas des enregistrements de John Lennon. Et du coup, elle leur a filé 4 morceaux. Mais parmi ces 4 morceaux, il y avait Grow Old With Me, qui était déjà sorti dans l'album posthume de John Lennon en 1984. L'album s'appelle Milk and Honey. Et il y avait Now and Then qui était en très mauvaise qualité. Enfin, ça leur plaisait pas trop. La qualité était pas très bonne. Du coup, c'est Free as a Bird qui a été choisi comme ouverture de Anthologie 1 et Real Love comme ouverture de Anthologie 2 qui sort en mars 96. Et bah, la partie 3 qui sort en octobre 96, il n'y aura pas de nouveaux morceaux. Mais par contre, il faudra attendre quand même une trentaine d'années, enfin 27 ans précisément, puisque Now and Then a enfin été terminé en 2023. Voilà, Now and Then est terminé en 2023, et du coup ça fait un nouveau morceau des Beatles, encore une fois. Mais perso, je trouve que ça s'éloigne un peu du style des Beatles. Certes, pour moi, c'est plus du John Lennon en solo, quoi. Peut-être que ça aurait pu donner ce qu'auraient fait les Beatles à la fin des années 70, ça aurait pu ressembler à ça. Mais quand on regarde même ce qu'avait fait Paul McCartney, il avait sorti Coming Up, par exemple. Il avait sorti Coming Up. Il avait sorti Say 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 avec Michael Jackson en 83, qui est absolument incroyable, parce que pour moi, c'est juste un duo entre les deux plus grands artistes de tous les temps, quoi. Voilà. Et puis John Lennon, il sortait Watching the Wheels, par exemple, qui est une chanson que j'adore. On est loin du style des Beatles, mais parce que la musique évolue, de toute façon, donc forcément, ils se seraient mis s'ils étaient restés ensemble, je pense qu'ils se seraient mis à innover et à faire d'autres musiques qu'on n'avait jamais entendues dans les années 80, par exemple, ou dans les années 70. Paul avait créé le groupe Wings à l'époque. Alors les Wings, ils avaient sorti Silly Love Songs, par exemple, qui est une chanson qui dure 6 minutes quand même. 6 minutes sur le fait de répondre à des critiques qui accuseraient Paul McCartney d'écrire que des stupides chansons d'amour. Et du coup, Paul, il dit, bah, et pourquoi pas, quoi? Il y a quoi de mal à ça, à écrire des stupides chansons d'amour, quoi? Et du coup, il a fait la Silly Love Song suprême qui s'appelle juste Silly Love Songs et qui a été encore une fois un immense succès en 1976. Donc voilà. George Harrison, de son côté, bah, il sort en même temps l'album 33 and a Third, donc littéralement 33 et un tiers, qui correspond à la vitesse de rotation d'un disque 33 tours, mais aussi à son âge au moment où il a composé l'album, au moment où il l'a enregistré. Ouais, il avait 33 ans et un tiers en 1976. Et donc dedans, il y a Crackerbox Palace, mais aussi This Song, qui est une réponse pareille aux accusations de plagiat sur son My Sweet Lord, qui selon certains ressemblait un peu trop à un morceau de 1963 qui s'appelle He's So Fine, Doolin, Doolin, Wish You Were Mine. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite similitude quand même. Mais finalement, George Harrison, ça a été reconnu qu'il n'avait pas fait exprès et que du coup, il a été acquitté en quelque sorte. Mais il a répondu à ça avec sa chanson This Song en 1976, dont l'intro reprend d'ailleurs Can't Help Myself des Four Tops, sorti en 1965. Ouais, moi je trouve que c'est assez similaire quand même. Ouais, et on pourrait encore dire que The Four Tops, par exemple, là c'est un auto-plagiat parce que c'est les trois mêmes auteurs qui avaient écrit Baby, Where Did Our Love Go des Suprêmes en 1964, donc un an avant. Donc on a parlé 37 minutes des Beatles et pas de la Ahamai Academy, mais c'est toujours comme ça avec moi. Mais revenons, on récapitule et on parle du nombre de chansons qu'on a sorties. Parce que c'est ça qui nous a amené à parler des Beatles, encore une fois, c'est le nombre de chansons. Sauf que les Beatles, eux, ils étaient 4, comme je le rappelle. Moi, je suis tout seul à sortir une trentaine de chansons par an.
Donc quand même. Alors j'ai l'impression que entre le nombre de chansons que j'écris et le nombre de chansons que je sors, il y a forcément toujours un décalage, hein. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu un blanc et que pendant l'année 2025, par exemple, j'ai dû composer moins de chansons. Mais j'ai aussi remarqué que je pars tous les ans la semaine de Noël à la neige, à la montagne. Et je trouve que cette semaine-là, c'est une source d'inspiration énorme. J'écris beaucoup plus de chansons durant cette semaine que le reste de l'année, en fait. Enfin, peut-être que je caricature un peu, mais en concentré, des fois j'en écris une tous les jours, voire même plusieurs le même jour. Enfin, ça m'était arrivé. Je crois que durant la semaine, j'ai enregistré 3 démos pour me rappeler des chansons. Alors, j'ai pas écrit énormément de chansons, sauf si on considère tout l'album, le Ranch de my Yamaha, comme étant 12 chansons et comme étant un album de 12 chansons. Alors qu'en vrai, c'est juste une démo concept de ce qui aurait pu effectivement donner un album, mais pour l'instant, je me suis pas encore trop penché dessus. Parce que ça fait un Lost Album de plus, mais en même temps, ça devient tellement important et pour moi, c'est tellement évident. Alors que Ahamai Academy et tout ça, c'est beaucoup plus ancien, par exemple, et Jojo le Quad. Donc, combien de chansons? On récapitule. En 2022 sont sorties 21 chansons, mais 21 chansons en l'espace de seulement 3 mois, du 1er octobre au 31 décembre. Et d'ailleurs, 14 chansons le seul mois d'octobre. Donc, bon. Et ensuite, effectivement, sont sorties donc 30 chansons tout pile durant l'année 2023, dont l'album I Love Quad and Other Quad Parodies, qui contient entre autres 11 reprises des Beatles, mais avec les paroles modifiées pour parler de quad ou de moto, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, pourquoi pas. Il y a aussi du Electric Light Orchestra dans l'album, ainsi que 2 chansons des Rolling Stones, je crois, enfin en tout cas dans les chansons associées à l'album. Et on a aussi, entre autres, du Jacques Dutronc, J'ai encore rêvé d'elle de Il était une fois. Et puis on a également le fameux Darla Dirla Dada. On va pas en parler plus puisque la version grecque, qui est en plus la phase B, qui est la chanson la moins importante et la pire de ma carrière, c'est pourtant celle qui a le plus de vues et de très loin. Et je trouve ça très dommage. Du coup, j'ai été obligé de mettre un commentaire moi-même sous la vidéo en disant This song is not the best, please listen to my other songs ou quelque chose comme ça. Mais finalement, je compte sur mes autres chansons, les quelques qui dépassent les 100 vues, comme La Chance en chanson et Yamaha, qui sont mes compositions originales les plus connues. CF Moto aussi, qui doit dépasser les 100 vues, mais parce qu'elle a eu beaucoup de vues au début. Mais CF Moto, c'est juste sur l'histoire d'un quad et sur le... Oui, une chanson dédiée à mon quad CF Moto, enfin mon ancien quad. Donc 30 chansons en 2023, 21 en 2022. Ensuite, en 2024, c'est là qu'est sorti énormément de chansons, puisque durant la seule année 2024 sont sorties 65 chansons. 65 chansons pendant une année. Alors pourquoi autant? Eh bien tout simplement parce que je me suis dit à la fin de 2023, j'ai énormément de chansons en stock, j'ai écrit énormément de chansons, j'ai énormément d'idées de parodies que j'ai reprises, dont j'ai modifié les paroles comme ça, puisque je faisais beaucoup ça à l'époque, aujourd'hui peut-être un peu moins. Enfin c'est moins ma spécialité en tout cas, c'est moins ce que je préfère. Et maintenant je pense que je vais plus donner de l'importance à mes chansons originales en fait. Parce que je compose des chansons quand même. Du coup, je me suis dit pendant toute l'année 2024, je vais sortir tout ce que j'ai ou je vais pas me retenir. Enfin, en tout cas, c'est surtout ça, je vais pas me retenir en 2024, je vais sortir beaucoup de chansons et on verra ce qui marche pas, en gros. Il est sorti aussi un album durant 2024, l'album God Save the Quad and Other Quad Parodies Volume 2, ou simplement God Save the Quad. C'est un double album, mais qui est un album d'appel à l'aide et une expression de mes angoisses de l'époque. L'album avait été écrit en grande partie durant l'année 2022 et c'était la pire année pour moi. Je sais pas si j'en parle, mais on dit que j'ai failli mourir cette année-là, quoi, en 2022.
C'était la pire année. Surtout le mois de juin 2022, c'était le pire du pire. Je souhaite à personne de revivre ça, en fait. Ce que j'avais vécu en juin 2022. Donc du coup, j'ai plus trop envie d'en parler. Mais il y a une chanson à cette époque-là, parce qu'à l'époque, la musique, ça me faisait du bien et c'était ce qui me permettait de me sortir de ces moments d'angoisse. La chanson Daydream Believer des Monkees, qui était sortie en 1967. Cheer up, sleepy Jean, oh, oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen. Mais du coup, maintenant, cette chanson, je l'associe un peu à cette période difficile, donc c'est difficile pour moi de la chanter sans penser à un peu à la nostalgie et à la dépression et à le fait que cette chanson m'a sauvé en fait. Enfin, c'est ce que je dis après. Du coup, cette chanson, je l'ai reprise et je l'ai sortie en single le 6 juin 2025. Ouais. Et elle ressortira justement dans l'album à venir, l'album qui sort le 26 mars 2026, Silly Quad Songs. Pourquoi cette date précisément? Eh ben parce que ça fera 50 ans jour pour jour qu'est sorti Silly Love Songs justement, qui donne son nom à l'album. Sinon à part ça, il n'y a pas vraiment de rapport, hein. L'album est même plutôt une compilation, mais dans cette compilation, il y a 11 chansons originales quand même. Il y a 14 ou 15 reprises et 11 chansons originales. Ça fait 26 chansons en tout, 21 chansons en 2022, 30 en 2023, 65 en 2024 et en 2025, puisqu'on vient de terminer l'année 2025, il en est sorti, je crois, 29. Donc voilà, 29 chansons, ce qui fait en tout 145 chansons. En fait, le calcul, 21 plus 30 plus 29... Attends, 21 plus 30 plus 65 plus 29. Et ben ça doit faire 145 effectivement. Et durant l'année 2026, c'est pareil, il est prévu sortir à peu près 28 chansons, sauf s'il y en a une très importante qui se rajoute à ce moment-là. Sinon, effectivement, ça attendra 2027 et 2028, mais bon. Et même 2029 pour l'album V8. Donc, on verra. Puis maintenant, je me suis dit que les chansons finalement qui sont importantes ou qui peuvent pas attendre, je les sortirai dans les Lost Albums ou sur une démo, ça sera pas sorti officiellement, mais voilà. De toute façon, il n'y a rien d'officiel, hein, je les sors que sur ma chaîne, mais j'aimerais bien que les albums au moins... Enfin, en fait, faudrait les réenregistrer avec des vrais instruments et ceux-là, les sortir sur disque physique, que ce soit CD ou vinyle, mais sur un disque physique. Et du coup, eh ben, c'est pour ça que j'ai préparé l'équivalent d'un double album, encore une fois, qui contient 24 de mes chansons les plus importantes, dont les chansons de l'album My Yamaha qui est sorti en 2025, plus des chansons de l'album Natural Paradise sorti en 2022, plus des chansons sorties en single entre 2022 et 2025. Et donc en tout, ça en fait 24 chansons que je vais enregistrer avec... ça y est, j'ai pris contact avec un copain musicien. Il est en plus, il est vraiment musicien professionnel maintenant. Enfin, je crois qu'il en vit pas à plein temps par contre. Il doit faire un autre métier à côté, mais son objectif apparemment, ça serait d'en vivre. Et donc, je crois qu'il est surtout batteur. Apparemment, il joue de la batterie dans 4 groupes différents. Et donc, il va certainement jouer dans un 5e groupe si je me considère comme groupe. À partir de 2, on est un groupe de toute façon. Donc, et sa sœur, elle est aussi un peu musicienne, je crois. Mais elle m'a pas trop répondu Enfin, elle m'a pas répondu quand je lui ai envoyé les démos de mes albums. Par contre, son frère, il veut bien et il est... Enfin, il a dit qu'il serait dispo au mois de janvier. Puis moi aussi, je pense que je pourrais au mois de janvier. Donc, let's go, hein. Je lui avais envoyé, je crois, la démo de I Love Snowmobiles. Enfin, pas la démo, mais la première version, parce que pour moi, c'est une version officielle. I Love Snowmobiles, sorti le 21 décembre 2024 en tant que 2e single de l'album My Yamaha,
qui sort en mars 2025. Pour moi, c'est les deux lead singles, les deux morceaux les plus importants de l'album, My Yamaha et I Love Snowmobiles. Oui, My Yamaha, c'est aussi une chanson, effectivement. Donc voilà. Et là, effectivement, il y a un trou. Enfin, il est prévu sortir le 16 janvier et ça sera probablement déjà sorti au moment où cette vidéo sort. C'est même sûr. Les deux morceaux Coming Back to Liverpool et la phase B No More Vehicle Destructions. C'est prévu sortir le 16 janvier. Ça sera donc les deux premières chansons de l'année 2026. Et donc il y aura 21 chansons qui sortiront. Non, 20 chansons. 20 chansons tout pile qui sortiront le premier semestre 2026. Mais comme je vous dis, parmi ces 20 chansons, il y a aussi tous les titres inédits de l'album Silly Quad Songs, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Le 26 mars 2026, tu vois. Mais le 30 décembre, j'en ai enregistré quelques-unes des chansons. Et du coup, le 30 décembre, j'ai beaucoup avancé sur l'album et j'ai aussi du coup monté les clips vidéo. Enfin, les clips vidéo, c'est juste un diaporama avec les paroles pour l'instant de Coming Back to Liverpool et No More Vehicle Destructions. Et par la suite, je me disais, pourquoi ne pas tourner effectivement des vrais clips vidéo? Parce que certes, un clip vidéo, c'est un peu comme un petit film, c'est assez ambitieux, mais ça reste moins ambitieux qu'un long métrage. Et je peux tourner un clip très simple à moi tout seul, tu vois. Juste un clip où je danse à côté de ma moto, par exemple, ça pourrait être un clip vidéo. Ça pourrait marcher, je sais pas. Mais j'ai déjà sorti un clip vidéo différent de ce que je fais d'habitude, et ceci sur une version officielle de mes chansons. Eh bien, c'est une reprise d'ailleurs, moi non plus en Yamaha, qui est partiellement, parce qu'en fait, il y a une partie de la musique que j'ai composée, mais qui est basée clairement, basée à 80% quand même sur Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et du coup, moi je réponds moi non plus en Yamaha, ça devient le titre de la chanson. Le titre complet, c'est Besoin de personne, entre parenthèses, moi non plus en Yamaha. Et donc, c'est une chanson donc, qui est à l'origine écrite par Serge Gainsbourg et chantée par Brigitte Bardot. D'ailleurs, rest in peace Brigitte Bardot qui vient de nous quitter à l'âge de 91 ans. Bon, ça fera certes 2 mois au moment où la vidéo sortira, mais au moment où je tourne, ça fait quelques jours qu'elle est partie. C'était le 28 décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être même le 27, mais on l'a appris le 28, donc voilà. Alors c'est vrai que je vais peut-être faire polémique en disant ça, mais je vais me rattraper en disant que certes, comme toutes les personnalités connues, il y a eu des polémiques. C'est vrai que Brigitte, elle a connu des polémiques peut-être. Il y a eu des polémiques. John Lennon, il a beaucoup fait polémique et c'est peut-être même à cause de ça qu'il s'est fait assassiner. Beaucoup de personnes connues ont connu des polémiques, mais je retiens que Brigitte, c'était quand même une très grande femme. C'était quelqu'un de très important, je pense. Et papa, il me disait apparemment qu'elle avait peur du changement. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai énormément peur des changements et surtout de la technologie, des avancées technologiques. Et c'est pour ça que je me retiens dans le passé et que je refuse de me faire avec ces technologies. Je refuse de vivre avec mon temps, même si je me suis fait au téléphone portable et à Internet parce que je suis tombé dedans et je peux plus m'en sortir. Mais si j'avais vécu dans un monde qui me le permettait un peu plus, j'aurais écrit des livres, des magazines, j'aurais fait des chansons sur disque vinyle, j'aurais été journaliste et vidéaste, j'aurais fait des films. J'en aurais pas fait 3 par semaine, mais j'aurais fait des films, des vidéos, quoi, sur pellicule comme à l'époque. J'aurais fait beaucoup plus de dessins. Aujourd'hui, je fais quand même du dessin, mais pas beaucoup. J'aurais fait beaucoup plus de dessins. J'aurais affiché mes dessins éventuellement dans des galeries d'art. Je me serais présenté sur scène. J'aurais peut-être beaucoup plus l'audace également de chanter sur scène, je sais pas, mais c'est ce que j'avais envie de faire en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai l'impression d'être dans les années 1960 là, hein.
Comme j'ai dit, je m'imaginais être né en 1948 et donc avoir 21 ans en 1969, tiens, l'année de Woodstock, l'année du festival de Woodstock. Je ne sais pas si j'y serais allé parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique, mais plus près de chez nous, par exemple, il y avait le festival de l'île de White, qui a inspiré la chanson White is White de Michel Delpech, que j'adore d'ailleurs, et surtout cette phrase de la chanson: Toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie comme il veut, tu ne peux plus baisser les yeux, car aussi vrai que tu es né. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white and hippie is hippie. Hippie, hippie. Oh, j'adore cette chanson. Mais alors, il y a une version, parce que vous connaissez peut-être la version originale de Michel Delpech, il chante tout seul, mais en 1974, à la télévision, aux archives de l'INA, on retrouve sur la chaîne YouTube de l'INA, il a chanté avec Demis Roussos cette chanson, et je la trouve limite aussi incroyable, voire encore plus incroyable que la version originale. Après, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi il disait que Demis Roussos il chantait trop aigu, que ça n'allait pas sur la chanson de Michel Delpech. C'est très divisé, des commentaires qui détestent et des commentaires qui adorent, mais moi perso j'adore. Et c'est vrai que les deux voix vont pas forcément très bien ensemble, mais je trouve que Demis Roussos il rajoute des aigus, il souligne les aigus et il dit White is white. Non, là j'exagère peut-être un peu, je le fais peut-être pas très bien, mais il rajoute des aigus, il a une voix très aiguë, donc il rajoute des aigus incroyables, je trouve. Et dans les backing vocals, un peu, tu vois, hein, ça rajoute un truc qu'il n'y avait pas sur l'original, quoi. White is White, c'est une chanson. Je l'avais reprise, en fait, mais l'album, le Lost Album Songs for a Road Trip, qui contient 48 chansons. Alors, elle est au début quand même de l'album, de la compilation, et je sais plus combienième c'est, mais elle est sur la première face. C'est composé de 8 faces, Songs for a Road Trip, donc ça fait 8 faces quand même. Un peu comme ce qui deviendra l'album V8 en 2029, ça sera un album de 8 faces, donc un quadruple album. Je sais même pas si ça s'est déjà fait, un quadruple album. Il y a eu quelques triples albums comme Sandinista de The Clash et bien sûr All Things Must Pass de George Harrison. Mais sinon, à part ces deux albums-là, j'en connais aucun des triples albums, donc j'en connais que deux, quoi. Il y en a peut-être d'autres, mais Sandinista, il est quand même assez impressionnant parce qu'il y a 36 chansons pour une durée totale de 144 minutes, donc ça fait quasiment 2 heures et demie. Et j'ai eu le temps d'écouter que la première chanson qui est The Magnificent Seven, mais que j'adore. Ah, j'adore l'instrumental de The Magnificent Seven. Sinon, à part ça, je suis pas un très grand fan des Clash, mais j'adore The Magnificent Seven, voilà. Et du coup, donc Sandinista, je me suis même à un moment posé la question de faire un hommage un peu à London Calling, qui est un autre album de The Clash, sorti un an avant, l'album précédent, qui était un double album de 19 chansons déjà. Et ben je me suis dit, pourquoi ne pas faire une pochette qui rend hommage à London Calling, puisque London Calling était elle-même une pochette qui rendait hommage au premier album d'Elvis Presley. Oui, oui, l'album dans lequel on trouve Blue Suede Shoes, qui est d'ailleurs une reprise de Carl Perkins, parce que j'ai l'impression que Elvis, il faisait quasiment que des reprises.
Mais tous ses plus grands tubes, c'est des reprises, quoi, c'est dingue. Suspicious Minds, c'est Mark James à l'origine. Hound Dog, c'est Big Mama Thornton. Always on My Mind, c'est Brenda Lee, avant d'être les Pet Shop Boys. Et puis, il y en a plein d'autres, quoi. C'est dingue le nombre de reprises qu'il a fait, Elvis. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être le deuxième artiste solo à avoir vendu le plus d'albums, quoi. Ou le deuxième artiste, je crois. Il est derrière les Beatles, mais devant Michael Jackson, je crois. Alors que pourtant, Michael Jackson a je sais pas combien d'albums vendus à plus de 30 millions d'exemplaires. Non, il en a que 5, en vrai. Les Beatles en ont 3, en fait. Mais bon. Enfin, 3 albums vendus à plus de 20 millions et Michael Jackson en a 5, il paraît, mais bon. Michael Jackson aurait vendu, selon les sources, entre 300 millions et 700 millions d'albums. Les Beatles, eux, auraient vendu entre 500 millions et 2 milliards de disques, selon les sources. Mais pareil, les fourchettes sont très larges. Wikipédia parle plutôt de 600 millions. Une vidéo que j'avais vue disait 425 millions. Alors que Elvis, je crois qu'il était à... Je crois qu'Elvis était même derrière Michael Jackson. Michael Jackson devait être deuxième avec 375 millions, peut-être quelque chose comme ça. Oh, quoique, je sais plus. La chaîne s'appelle The Man in Me. Il fait plein de classements sur les musiques, les meilleurs albums de chaque année, par exemple. Et les chansons des Beatles classées par taille aussi, les plus longues chansons des Beatles, par exemple. Et il fait beaucoup de classements sur les Beatles, mais aussi sur toute la musique en général et le rock en général. Bon, allez, ça fait déjà plus d'une heure qu'on tourne et on n'a toujours pas parlé beaucoup plus de Ahamai Academy. Mais en fait, à l'origine, je voulais surtout parler de mes chansons et de ma chanson que j'arrive pas trop à écrire, à trouver l'inspiration. Georges Mosset. Alors, je me suis dit, bah, essaye de visualiser les images clés, les personnages clés de Ahamai Academy et tu construis une histoire par-dessus. Comme ça, on aura l'histoire de Georges Mosset, puisque en fait, c'est un disque, c'est un 45 tours qui sort le 5 février 2026. Enfin, façon de parler, le disque physique n'existe pas, mais il y a 2 chansons qui sortent sur YouTube, quoi, ce 5 février 2026. Et là, je me suis dit, eh ben, tu mets à Hamai Academy, on l'a fait, on l'a enregistré en très peu de temps, le 23 novembre. Parce que la musique est très simple. C'est un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, et puis une outro, une conclusion avec une imitation de bruit de moteur un peu. Chanson assez courte qui dure que 2 minutes 30 plus ou moins. 2 minutes 37 précisément. Et d'ailleurs, je me disais, parce que je m'étais dit avant d'enregistrer la vidéo, j'ai tendance à imaginer la durée des chansons avant même qu'elles sortent. Parce qu'en fait, souvent, j'imagine les pochettes d'albums des fois, et des fois sur la pochette d'album, il y a la durée de la chanson, et du coup, c'est aussi par souci de place, parce que forcément, les chansons, si elles sont trop longues, bah, faut trouver la place de les mettre, et moi, j'ai tendance à mettre environ 6 chansons par face, donc il faut qu'elles fassent pas plus de 4 minutes pour faire 6 x 4, 24 par exemple, en moyenne en tout cas. 1 h et 4 minutes, 64 minutes, et j'aime bien le chiffre 64 d'ailleurs. Donc on en est où? Là je tourne 1 h 4 sur fond noir, donc ça devrait pas prendre beaucoup de place, et c'est les vidéos qui prennent le moins de place. Mais en gros, à Hamai Academy, je voulais qu'elle fasse 2 minutes 37 précisément, et souvent j'imagine effectivement la durée d'une chanson à la seconde près, comme ça. Et bah en fait, ce que j'avais chanté, c'était limite trop court. Ça faisait je crois même pas 2 minutes, alors j'ai essayé de rallonger en rajoutant quelque chose à la fin, je sais plus exactement. Du coup, je l'ai rallongé pour qu'elle fasse 2 minutes 34 précisément. 2 minutes 34 pour la piste audio et 2 minutes 37 pour la vidéo, le clip, le diaporama avec les paroles. Donc je disais, bah, on n'a toujours pas fini de parler de Brigitte Bardot d'ailleurs, puisque je devais dire que
pour une fois, j'avais créé un clip différent avec la chanson Besoin de personne, moi non plus en Yamaha, puisque au lieu de faire un simple diaporama avec les paroles, j'ai filmé des bouts de papier avec les paroles sur la XTX. Et du coup, j'ai fait un vrai clip vidéo, une lyrics vidéo, certes, mais un vrai clip vidéo filmé. Et j'avais envie de faire ça pour changer. Alors, ça a peut-être eu un peu plus de vues que mes musiques habituelles, qui font en général pas plus de 10 vues. Mais là, ça fait 30 vues, quoi. C'est pas énorme non plus. Mais quand même, je trouve que c'est pas mal. Et je vais garder l'idée. Je vais garder l'idée. Et je vais certainement tourner le clip de la chanson que je préfère dans toute ma discographie. Non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi, j'ai eu du mal à te trouver. Sorti le 20 avril 2024, je l'ai là précisément. C'est la 63e chanson de ma carrière, par ordre de sortie. C'est la 63e chanson. Non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi. Mais en fait, pour l'histoire de cette chanson, j'avais imaginé le... Bon, on va pas en parler, on en a déjà parlé plein de fois, mais le refrain m'est venu comme ça, et je savais pas d'où ça venait, et pendant longtemps ça traînait, je savais pas quoi en faire, et ensuite je me suis dit, bon allez, je vais écrire des couplets un peu à la Jean-Jacques Goldman pour... je dis souvent à la Jean-Jacques Goldman, mais en vrai, j'ai juste pris une suite d'accords qui venaient de je sais pas où, peut-être de Jean-Jacques, je sais pas, mais j'ai pris une suite d'accords, j'ai composé les couplets dessus. Na 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 toutes ces nuits na 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 na. Ça ressemble même pas. Je pensais que ça ressemblait un peu à effectivement la vie par procuration. Elle met du vieux pain sur son balcon. Mais en fait non, et tant mieux si ça ressemble pas, parce que ça évitera des accusations de plagiat comme ça. Enfin bon, maintenant les gens sont tellement avares qu'ils n'hésitent pas à accuser de plagiat des chansons qui ressemblent à peine. Donc c'est pour ça que j'essaye de m'en éloigner le plus possible de ce que je connais pour essayer de trouver le truc le plus original possible. Mais même ça, c'est difficile des fois. Mais j'ai quand même une chance, c'est que comme je suis très peu connu et que souvent les artistes accusent de plagiat les gens très connus, du genre des Coldplay par exemple. Coldplay, il a dit lui-même que les chansons connues sont souvent plus accusées de plagiat, notamment Viva la Vida, puisque c'est Viva la Vida qui a été accusé de plagiat par plusieurs artistes même, dont Joe Satriani, entre autres, Cat Stevens aussi, et je sais plus qui d'autre, mais... et The Creaky Boards aussi. Mais les Creaky Boards, c'est un groupe qui est très peu connu et qui, en fait, la chanson de Coldplay était légèrement antérieure à leur chanson en réalité. Quant à Joe Satriani, c'est vrai que le refrain ressemble beaucoup à If I Could Fly, énormément. Là, pour le coup, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, beaucoup. Et puis, Cat Stevens, de son côté, il a dit, finalement, je pense qu'ils n'ont pas fait exprès. Donc il a laissé tomber et il a dit que c'était certainement pas fait exprès. C'est inspiré du morceau Foreigner Suite, donc qui est sorti en 1973 et qui dure 18 minutes. Donc c'est à 14 minutes à peu près, aux trois quarts de la chanson, qu'on entend la partie qui ressemble un peu à Coldplay. Na 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 na. Ouais, bon, c'est subtil quand même. Il y a un truc, c'est vrai, il y a une similitude, mais si on écoute vraiment les notes, c'est pas exactement pareil. Au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Moi, je pense que les histoires de plagiat, c'est pour beaucoup de la jalousie. Alors certes, c'est vrai, c'est important de créditer l'auteur original et tout ça, et voilà, de respecter les auteurs originaux, mais il y a des fois, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a des fois, il y a vraiment une envie de récupérer de la thune parce que ça y ressemble un peu trop et que bah, ça ressemble pas tant que ça, mais il y a un air, et comme il y a un air, on va essayer de se faire de l'argent sur son dos, quoi. Moi, je le vois comme ça. Après, ça dépend du point de vue, mais
1h10. Allez, 1h10, on va essayer de pas trop traîner. Mais donc voilà, Georges Mosset. Et puis quant à le ranch de Mayamaha, j'ai un peu plus le temps parce que ça sort au mois de juin, mais j'ai envie de l'écrire dans la même ligne et dans la même tracée que Georges Mosset, qui sort le 5 février, donc qui sera certainement déjà sorti au moment où la vidéo sort. Donc 26 mars 2026. Alors cet album-là, c'est un album qui appartient déjà au passé alors qu'il n'est pas encore sorti. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu le volume 3 de mes parodies que je faisais en 2023, plus ou moins, 2022, 2023, début 2024. Je me disais que j'allais quand même aller au bout du truc et terminer l'album que j'avais imaginé en 2022, c'est-à-dire il y a 4 ans déjà. Et du coup, ça sera le dernier un peu. Enfin, l'avant-dernier du contrat de 6 albums, comme je disais. En vrai, j'ai aucun contrat, c'est moi-même qui m'impose un peu ça, mais bon. Ça sera l'avant-dernier parce que celui de 2027, ça sera... En fait, c'est l'album charnière. Et pour le coup, 2027, je me suis laissé du temps. Là, ça sera un triple album, justement. Donc, comme Sandinista, un triple album de 34 chansons. Voilà. 34 chansons, et encore il y en aurait eu 36 si les chansons n'étaient pas trop longues, mais là, vu le nombre de chansons qui dépassent les 6 minutes, il fallait en enlever, enfin il fallait en mettre que 34, et équilibrer avec des chansons plus courtes, équilibrer avec des chansons qui font que 2 minutes, pour que ça puisse tenir sur un triple 33 tours, parce que même si l'album n'existe pas, et que j'ai aucune limite techniquement sur YouTube, bah sur YouTube je me fixe la limite des 2 heures pour une vidéo, et du coup ben, je vais être obligé de le sortir en 2 fois, mais je sais, j'ai une idée. J'ai une idée, il va y avoir le premier disque d'un côté et les 2 autres de l'autre, quelque chose comme ça. Et donc, il y a à peu près, donc il y a 34 chansons, hein, c'est défini depuis un certain temps. Et du coup, je pense que l'album s'appellera, c'est pas encore officialisé, mais The 34 Children of Mother Nature, les 34 enfants de Maman Nature. Et donc, en gros, le premier disque, ça va être que des chansons originales, que des chansons entre guillemets nouvelles et inédites et de moi, des chansons que moi-même j'ai écrites, des chansons qui sont aussi plus anciennes, parce qu'il y en a une qui s'appelle Rock Vaisselle que j'ai dû écrire bah, à l'âge de 15 ans, voire peut-être même avant. C'est une chanson qui est vraiment très très ancienne. Ouais, j'ai dû l'écrire avant 2019, avant mes 15 ans certainement. Et il y a aussi donc les 2 autres disques. Le deuxième disque, ça serait... donc le premier disque, en fait, je vois ça comme les enfants directs de Maman Nature, enfin, ou en tout cas, mes enfants directs, mes chansons inédites. Ensuite, le deuxième disque, je le vois comme les enfants hybrides, en quelque sorte, mais je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, parce que moi, forcément, le hybride, ça me fait penser à quelque chose que j'aime pas beaucoup, que j'aime pas même, on peut dire. Du coup, je sais pas si je vais l'appeler comme ça, parce que appeler un album hybride alors que, façon de parler, j'aime pas les hybrides. Enfin, on parle pas des enfants hybrides ou des animaux hybrides, on parle d'autre chose qu'on appelle hybride, si vous voulez. C'est pour ça que j'aime pas trop. Mais c'est juste un mot, et à l'origine, bien avant de désigner ce truc que j'aime pas trop, le terme hybride, ça désignait justement bon, un enfant, je crois pas, mais un animal issu du croisement de 2 espèces cousines. Comme par exemple un âne et un cheval, ça forme un mulet qui est un hybride et un animal stérile d'ailleurs, puisque beaucoup d'animaux hybrides sont stériles, étant donné que c'est déjà le croisement de plusieurs animaux. Enfin, il y a un truc qui fait que du coup ça devient stérile. Donc la mule, le mulet, quoi. Il y en a plein d'autres. Il y a par exemple le zorse, ou je sais plus comment on dit en français, mais le croisement d'un zèbre et d'un cheval. Le zébrane, croisement d'un zèbre et d'un âne. Ou encore le ligre, qui serait un croisement d'un lion et d'un tigre. Le kama, qui serait un croisement d'un chameau et d'un lama, ou d'un dromadaire et d'un lama, puisque c'est de la même famille. Il faut que ça faut que ça puisse se reproduire ensemble, hein, parce que sinon ça marche pas, hein.
Il paraît que la chèvre et le mouton, ça forme un hybride extrêmement rare. Mais par contre, un cheval et un chien, par exemple, ça pourra pas s'hybrider ensemble, hein, mais bon. Bon, tout ça pour dire donc en gros que je les vois un peu comme ça, le deuxième disque, je le vois comme un croisement en fait entre des chansons qui existent déjà, des chansons de moi-même et des chansons mixtes, métisses, hybrides entre les deux. Ah, ça pourrait s'appeler métis aussi. Mais bon, comme je veux pas être accusé de racisme, je sais pas si je vais employer ce mot-là. Mais non, je pense que ça s'appellera The Hybrid Children, un truc comme ça. Et le troisième disque qui s'appellera Les autres, The Other Children, les autres enfants. Donc en gros, il y aura 11 chansons dans le premier disque, 12 dans le deuxième et 11 dans le troisième, ce qui fera 34 chansons en tout. Donc les autres, effectivement, c'est un peu les titres bonus, puisqu'il n'y aura pas de titres bonus sur cet album. C'est une volonté de ne pas mettre de titres bonus, de tout sortir dans l'édition standard de l'album. Et du coup, je me suis dit que il fallait donc que je me concentre et que je fasse des choix pour ne conserver que 34 chansons. Et parmi ces 34 chansons, effectivement, il y en aura certaines, par exemple, que j'aime beaucoup. Une que j'aime beaucoup, puisque je peux le dire, puisqu'elle est sortie dans Songs for Road Trip. Bon, il y a Je vais retourner en Liliani déjà, mais je vais pas en parler parce qu'il faut que je vous explique ce que c'est que la Liliani. C'est juste un pays que j'ai inventé, mais dont la carte existe réellement, puisque ça correspond plus ou moins aux Pyrénées, hein, autour de l'Andorre. En fait, ça correspond à l'Andorre et à tout ce qu'il y a autour, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Carcassonne, jusqu'à Perpignan, et jusqu'à un petit bout de l'Espagne aussi, la Seu d'Urgell, Tremp, Sorte, c'est des toutes petites villes, mais voilà. De la province de Lleida ou Lérida. En gros, c'est ça la Lilianie. Et pour moi, c'était là où pourrait se trouver le pays idéal, mais qui n'existe pas du coup, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Et donc l'autre chanson, c'est surtout America Quad Bikes and Snowmobiles. Forcément, ça parle encore une fois de quad et de motoneige. Mais justement, c'est une chanson qui est très intéressante puisque c'est un appel. C'est un appel. Elle m'appelle l'Amérique, elle m'appelle mais je suis loin de toi, je suis trop loin de toi, comment faire pour te rejoindre? Ouais, c'est littéralement ça les paroles j'allais dire du refrain, mais il n'y a pas vraiment de refrain, il y a juste un enchaînement de strophes. Il n'y a pas vraiment de refrain puisqu'il n'y a pas une strophe pareille qui revient comme un refrain. Mais je la trouve incroyable, cette chanson est vraiment... Même moi, je m'émerveille de cette chanson moi-même, je m'émerveille de cette chanson, quoi. Là, on va effectivement essayer d'entamer l'écriture de Georges Mosset et le ranch de Mayamaha, dont on a imaginé le thème pendant la semaine de Noël. Comme je vous ai dit, la semaine de Noël, c'est la semaine où j'écris le plus de chansons. J'ai enregistré 3 démos, je crois, cette semaine sur mon téléphone. J'enregistre toujours des démos. Et ben là, pendant la seule semaine, j'ai enregistré 3 démos, alors que d'habitude, il y en a à peu près 3 par mois, quoi. C'est pas plus. Je crois qu'il y a même des mois où il n'y en a pas. Donc, en tout, j'ai 125 démos précisément, comme la Yamaha 125, bizarrement, comme les motos 125. Je sais pas si c'est un signe, mais j'ai 125 démos en stock, peut-être même plus maintenant, étant donné que j'en ai enregistré une justement le 1er janvier 2026, donc la première de l'année, quoi. J'en ai enregistré une le 1er janvier 2026. Non, on dit plus 2026 parce qu'à cause de ma peur du temps, de l'avenir et des dates, je dis que je suis en l'an 1976 ou bien en l'année 1976 ou bien en l'année 6 tout simplement. C'est l'an 6 de la décennie en tout cas. Hein. C'est bien l'an 6 de la décennie, mais du coup si tu dis juste l'an 6, c'est quelle année? C'est 2026, 2016, 2006, 1996, 1976. Ça peut être n'importe quelle année qui finit par 6.
Alors je disais effectivement bonne année 2026, bonne année pleine de saucisses. En vrai, ça c'est juste pour la rime, hein. Sinon, j'avais absolument aucun sous-entendu là-dessus. Juste une année pour la rime. Comme je disais que 2027 serait l'année des chaussettes, par exemple, et bien 2026, c'est l'année des saucisses. Ça marche pas avec tout. 2023, l'année des rois, si tu veux. 2022, l'année des bouseux, l'année des vieux, l'année des... 2026, l'année de Matisse, par contre, là ça rime, parce que mon vrai prénom c'est Matisse. Voilà, je l'ai déjà dit quelques fois. Mes chansons qui étaient autrefois créditées sous le nom Mayamaha sont désormais créditées sous le nom Matisse Albertus, mais toujours chantées sous le nom Mayamaha par contre. C'est toujours Mayamaha le nom de scène de l'artiste sur le devant de la scène. Par contre, le nom des crédits et tout ça, et de celui qui fait ça, celui qui est derrière, c'est Matisse Albertus, ou simplement Albertus. Albertus qui pourrait aussi devenir mon nom de scène dans les prochaines années, puisque j'ai prévu enregistrer justement l'album de 24 chansons dont je vous ai parlé, qui est sorti le 24 octobre d'ailleurs. Et ben, je l'avais appelé, je crois, Albertus Mayamaha ou Mayamaha par Albertus, mais je pense qu'en vrai, ça sera juste Mayamaha, entre parenthèses, réenregistré avec des vrais instruments, parce que c'est vraiment l'album de Mayamaha, c'est du Mayamaha. Par contre, il y a un autre album en projet qui se compose d'autres chansons, en gros, et qui, lui, pourrait s'appeler Albertus. Et Albertus pourrait être le nom du premier vrai album à sortir sur disque physique en 2031, du moins c'est ce que j'avais dit. Pourquoi 2031? Parce qu'à l'époque, je me laissais le temps d'apprendre la musique et aussi de chercher des labels ou des trucs comme ça, je sais pas trop exactement. Mais comme je dis, je veux avoir le contrôle artistique. Donc je veux pas de contrôle, je veux pas de contrat frauduleux, mais c'est surtout je veux avoir le contrôle artistique, le contrôle de mes chansons. Je veux pouvoir sortir ce que je veux. Je veux pas que ça soit un manager ou je sais pas quoi qui décide de sortir des chansons à ma place. Non, c'est mes chansons, c'est à moi. On est en 2025 maintenant, c'est à moi de sortir, 2026 même, pardon. C'est à moi de sortir mes chansons qui sont à moi, qui sont... certes, c'est pas moi qui ai tout écrit, parce qu'il peut y avoir des reprises. Dans Mayamaha par Albertus, par exemple, il y a 2 reprises que j'appelle reprises partielles, c'est-à-dire qu'elles reprennent partiellement une chanson ou qu'elles utilisent une partie d'une chanson. Dans ce cas-là, on parle pas forcément de sample, mais plutôt d'interpolation. Le sample, c'est vraiment quand on utilise vraiment l'enregistrement de la chanson. Par exemple, les Daft Punk, ils avaient fait ça, ils utilisaient vraiment un morceau d'un enregistrement de la chanson. Par exemple, I Love You More de George Duke, par exemple, qui est devenu Digital Love par les Daft Punk. Bah ça c'est du sample, mais par contre quand on reprend juste la mélodie sans utiliser un morceau de l'extrait, là pour le coup on peut parler d'une interpolation, ou moi je dis une reprise partielle. Moi j'appelle ça une reprise partielle, comme c'est le cas de Besoin de personne, moi non plus en Yamaha, qui interpole Harley Davidson de Brigitte Bardot, voilà. Et donc Face à la neige qui reprend, là pour le coup c'est plus une reprise ou une adaptation de Face à la mer de Calogero et Passy, mais dans un style complètement différent, parce que moi je veux que ce soit un style doux, très lent, qui évoque l'hiver et la neige. Vous avez remarqué aussi que je parle beaucoup plus vite que d'habitude, je sais pas pourquoi, mais ça c'est dû à ma fâcheuse tendance à courir après le temps, à ne toujours avoir l'impression de ne pas avoir le temps, d'avoir le temps qui s'échappe entre les mains. Là tu vois il est déjà 16h19 alors que j'ai commencé à tourner à 14h50. Oui, ça fait plus d'1 heure que je tourne, comme je dis.
Mais c'est une vidéo très importante pour comprendre un peu ma musique. Donc je pense qu'en fait, il y aura... Celle-ci est déjà très très longue, voire même trop trop longue. Il y aura une deuxième vidéo pour expliquer la Ahamai Academy vraiment et le déroulé de l'histoire quand je l'aurai écrite, Mais j'ai déjà ma petite idée, mais ça, je le garde pour un peu plus tard. Là, on est le 2 janvier, donc il faut que je mette en ligne une vidéo qui doit sortir demain. J'avais un peu du retard sur le montage, donc il faut qu'elle sorte demain à tout prix. Et ensuite, j'ai d'autres vidéos qui sortent dans la semaine de janvier. Voilà, ça y est, il est 16h21, l'heure du goûter. Donc, il faut que voilà, que je mette en ligne cette vidéo. Donc, je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. C'est pour ça aussi, je me suis dit, je me suis raccroché à la moto parce que il y a plein de gens, enfin, il y a beaucoup plus de motards que de passionnés de quad et de motoneige, et aussi que depuis que j'ai passé le permis moto, je suis un peu plus tourné vers la moto de route, en quelque sorte. La moto tout court, quoi. Mais avant ça, en fait, c'était plus les motos. Alors, pas forcément motocross, les motos qui sont quand même immatriculées, mais qui font un peu plus du chemin. Donc, les XT, quoi. C'était la famille des XT que j'adorais à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que la MT-07, par exemple, elle est plutôt jolie finalement. Pas les toutes dernières, s'il vous plaît, mais celles d'avant 2020 peut-être. Parce que depuis 2020, c'est la décadence. Bah, c'est vraiment la décadence dans le monde automobile et tout ça. Depuis 2020, c'est vraiment la décadence, effectivement. Je veux pas encore entrer dans une polémique, mais c'est vraiment la décadence, je trouve. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, du coup, maintenant, je me raccroche qu'au passé. Et donc, ouais, peut-être les premières MT, je les trouve assez jolies, mais maintenant ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que ça me rappelle encore ce cousin qui la sort jamais, sa MT. Donc, je me raccroche à quoi? Puisque sur les motards, tous les motards, il y en a que il y en a 2 tiers qui roulent pas assez. Donc, moi, je veux des motards qui roulent en toute saison. Mais en même temps, comme je dis, je suis vraiment dévoué à ma passion. Il y en a peu qui sont dévoués à leur passion autant que moi, quoi. C'est quand même de la folie, quoi. Donc, ouais, je me suis plus intéressé. Alors, je disais, autant la MT, je la trouve limite plus belle, en fait, que la XSR de mon autre cousin. Encore une fois, ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs, mais... en fait, la XSR, elle est mal faite, je trouve. Le design est mal fait. C'est pas beau. Ça sent une bonne intention un peu de retrouver un peu des courbes un peu vintage, mais au contraire c'est dégueulasse et c'est mal fait. Au-delà d'être plus néo que rétro, c'est trop moderne et c'est mal fait et c'est moche. Je suis désolé mais ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans les XSR, il y a un truc qui va pas. Donc je cherche et en fait j'ai mis énormément de temps à trouver une moto A2 et comme je vous l'ai dit, j'ai choisi par défaut celle qui était la moins pire et celle qui était la moins pire, c'est la CB500X. C'est pour ça qu'elle est arrivée là ici, mais même je l'aime pas trop et en fait la seule moto que j'aime vraiment vraiment, c'est la XT125X de 2006. Enfin, elle a été produite de 2005 à 2010, mais la mienne est de 2006. Et franchement, c'est la seule qui a vraiment tout ce que je veux, bien que ça soit une 125 et moi je recherche une A2, et une A2 qui fait entre 125 et 500 ou 600 cm3, mais une moto qui fait les 47 chevaux d'origine ou les 34 chevaux d'origine.
Donc une vraie moto moyenne. Moi je veux une vraie moto moyenne, pas une grosse cylindrée réduite à 47 chevaux. Je veux une vraie moto moyenne comme celle de Mick Jagger, comme je dis à chaque fois. C'est pas parce que j'admire Mick Jagger, mais c'est parce qu'en vrai je suis plus fan de Paul McCartney. Tiens, un petit tacle au passage, mais oh, c'est pas méchant, en vrai, ils s'apprécient les deux, mais il y avait cette fameuse rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones à l'époque. Non, parce qu'il y a une photo de Mick Jagger sur une Honda CB 350, c'est pour ça, et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit, pareil, une chanson que j'ai écrite en quelques minutes peut-être, le 26 octobre, parce que là j'ai enregistré la démo qui date du 26 octobre 2025, qui chantait le refrain «Je veux une CB 350 comme celle de Mick Jagger». Et je pense que je vais la sortir cette démo parce qu'elle est trop importante. Elle sortira bien sûr de façon officielle en 2029 dans l'album V8, mais ça va pas attendre. Il faut qu'il y ait une démo qui sorte avant parce que elle est trop importante pour moi cette chanson. Alors c'est vrai qu'elle balance un peu tous les défauts des motos que je trouve belles en esthétique, mais qui sont soit trop grosses, soit il y a toujours un truc qui va pas, quoi. Et puis surtout, où est-ce que va trouver des motos qui ont un kick? Parce que en fait, à part les motos qui ont le moteur 125 de la YBR et de la XTX, il y en a pas beaucoup, quoi. Enfin surtout. Alors qu'à l'inverse, dans les années 90, t'avais les anciennes XT qui pour le coup n'avaient que le kick. Alors que justement, je veux une moto qui a les deux, comme la XTX ou la YBR 125. Bon, sinon, effectivement, j'aime bien la XT 350, effectivement, qui n'a que le kick. Mais pour rouler au quotidien, c'était pas l'idéal, quoi. Mais en même temps, mais j'ai même pas envie de rouler au quotidien avec une CB 500X, quoi. Elle est trop récente, elle est de 2021, et puis, je sais pas, c'est la moins pire, mais je l'aime toujours pas, quoi. Oui, je sais, ça se dit pas moins pire, on dit plutôt moins mauvais, c'est plus français de dire c'est moins mauvais que, parce que moins pire, en fait, pire, ça veut dire plus mauvais. Donc, c'est moins mauvais, quoi. Donc, c'est la moins mauvaise, la CBX. Et j'accroche toujours pas. Du coup, bah, je l'ai laissé à papa, en fait, en quelque sorte, parce que c'est lui qui voulait cette moto-là. C'est lui qui voulait cette moto pour qu'on puisse rouler tous les deux. Et c'est vrai que pour le coup, il l'adore, cette moto. Mais il adore aussi son petit scooter 125, enfin son gros scooter 125. Mais là, ouais. Puis c'est lui aussi qui prend toujours la 106. Pour le coup, la 106, j'adore cette petite voiture et c'est une des rares voitures que j'aime bien parce qu'elle est toute simple. À l'époque, c'était vraiment une voiture d'entrée de gamme qui n'avait pas toutes les options que, à l'époque, ça existait déjà, la clim, la fermeture centralisée et tout ça, euh, et plein d'autres gadgets électroniques, là. Ça existait déjà en 1998, mais il y avait encore des voitures où c'était en option tout ça. Et la 106, c'est ça en fait partie. Mais au-delà de ça, c'est une voiture qui est toute légère, elle fait que 860 kilos à peu près, pour 60 chevaux, donc c'est pas énorme. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin, enfin on monte très bien à 90 avec, il n'y a pas besoin de plus puissant. Je pense que l'avenir de l'automobile, c'est plutôt des voitures légères et qui consomment pas beaucoup, c'est tout. Voilà. Donc un peu comme les 106, comme les 2 chevaux, comme les voitures anciennes, comme les... Mais je trouve que la 106, elle est très, très jolie niveau design. Elle a des courbes qui sortent des années 80, qui se sont naturellement arrondies, typique de ce que j'aime bien dans les années 90-2000, dans les années 96 à 2006 à peu près. Et sinon, tout ce qui est avant 1979, avec les gros phares ronds un peu chromés, ça j'aime bien. Que ce soit sur les voitures ou les motos d'ailleurs, quand il y a du phare rond chromé. Bon, après les chromes, c'est pas forcément ce que je préfère, mais l'idée
de ce style un peu traditionnel, parce que moi je suis très traditionnaliste, effectivement. Donc ce style de voiture traditionnelle, de moto traditionnelle. Donc c'est ça, quoi. Donc vous comprenez pourquoi je suis perdu aujourd'hui en 2026, hein. Je dis souvent que je suis pas né à la bonne époque, mais bon. Bon, là, ça va faire presque 2 heures qu'on tourne quand même. Et comme j'ai dit que je limitais mes vidéos à 2 heures, eh ben on va être obligé de s'arrêter, hein. Mais bon, je pense que vous en avez déjà appris pas mal. Allez, mais je pense que j'ai un projet, je pense que je vais vraiment, à terme, je vais vraiment acheter une moto très ancienne, enfin très ancienne, des années 1970, et que je vais, entre guillemets, moderniser, sécuriser, fiabiliser pour pouvoir rouler avec au quotidien. Et je vais rouler au quotidien en CB350 de Mick Jagger parce que il y a que ça qui est vraiment. Ou sinon, faut que je devienne constructeur automobile et que je construise ma propre moto et ma propre voiture aussi, hein. Tous les plans de la moderne car, ils viennent d'où les plans de la moderne car, hein? Tu crois qu'ils ont été faits pour rien comme ça, hein? Sinon, effectivement, je disais que j'avais un projet de créer quelque chose, je sais pas quoi, avec un moteur de type Honda GX, avec un recoil starter comme j'adore. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est resté sur le côté d'une étagère, mais ça peut resservir un jour, je sais pas. Bon, et ben on va se dire à bientôt et on se retrouve je ne sais pas quand. Pour l'instant, j'essaye de faire du ménage et de ranger mon bordel que j'ai dans mes chansons. Je veux juste ranger le bordel que j'ai mis. Donc on se retrouve à bientôt et puis voilà et puis